Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais extrêmement hâte de faire parce que c'est la vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures de 2023. Alors encore une fois, ça a été compliqué de choisir, mais j'ai réussi, même si je vais quand même vous parler d'autres livres en plus, enfin juste parce que c'est des suites de sagas et donc c'est un peu les mentions spéciales de cette année. Et j'ai choisi des livres qui ne sont pas du tout des sagas, enfin ça peut être des débuts de sagas mais pas des suites de sagas. Et c'est des livres qui ont vraiment été des pépites, mes meilleures lectures de l'année tout simplement. Et franchement, si après avoir vu cette vidéo vous n'allez pas lire ces livres, je le vivrai très mal. Non, bon, si vous n'êtes pas tenté, vous n'êtes pas tenté. Mais je les ai tellement aimés que j'ai envie que tout le monde les lise tellement ils étaient incroyables. Et comme ça va peut-être être long, on va se dépêcher en tout cas. On va commencer maintenant avec le premier livre donc du Young Adult avec C'est pas ma faute. Donc de Anne-Fleur Moulton et Samantha Bailly, publié chez Pocket Jeunesse, qui était un livre dont j'attendais beaucoup et j'ai eu exactement tout ce que je voulais. On suit en fait dans cette histoire Prudence qui est la plus grande fan de Lolita, une célèbre youtubeuse, une jeune fille qui fait des vidéos sur YouTube. Et tout se passe bien jusqu'au jour où Lolita disparaît et à ce moment-là, eh bien, tout part en cacahuète on va dire, puisque personne ne sait où est Lolita, personne ne sait ce qu'il s'est passé. Et Prudence va alors embarquer dans une aventure pour essayer de retrouver cette youtubeuse qu'elle aime beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui va se passer, c'est incroyable. Cette histoire c'est vraiment un tourbillon d'émotions et en même temps de thèmes extrêmement forts, parce que donc on va suivre Prudence qui va essayer de retrouver Lolita, tout simplement, mais elle va embarquer dans un tourbillon d'émotions et dans un tourbillon d'événements, puisque cette aventure va l'amener à découvrir beaucoup de choses sur Lolita, et cette aventure va aussi l'amener à se dépasser elle. Donc on a le thème des réseaux sociaux qui est évidemment mis en avant, mais aussi celui de la santé mentale, donc lié aux réseaux sociaux, toutes ces histoires de l'apparence sur les réseaux sociaux, l'image parfaite, la perfection, et en même temps on a même des thèmes qui paraissent pas comme ça au premier abord, mais on parle même de racisme, on parle de plein d'autres choses en fait, et c'est pour ça que j'ai adoré ce roman, parce que c'est un roman extrêmement riche qui aborde plein de thèmes avec une plume très juste, des personnages extrêmement attachants, donc notamment Prudence tout simplement. Et en fait le petit truc sympathique c'est qu'on a deux points de vue. Je ne vous dis pas le deuxième point de vue, mais il est assez spécial dans la façon d'être écrit et ça prend tout son sens plus on avance dans le roman. C'est un roman qui se dévore, on n'arrive pas à se détacher en fait de ce roman, on n'arrive pas à arrêter parce qu'on veut savoir ce qui s'est passé, et on a vraiment un bon rythme avec ces chapitres qui sont plutôt courts, avec cette dynamique entre ces deux personnages. Et j'ai tellement aimé, c'était vraiment tout ce que je voulais, tout ce que j'imaginais, donc j'étais tellement heureuse de ne pas être déçue parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes pour ce roman. Et c'est un de mes coups de cœur de l'année, mais aussi je pense un de mes livres préférés de toute ma vie, un bon roman young adulte, mais pas léger, mais en même temps assez grave et sérieux, parce qu'on aborde des choses importantes. Et c'est le genre de livre qu'il faut mettre entre toutes les mains, parce que tout le monde a besoin de lire ce genre d'histoire, à être mis face à ce genre de thématique et à juste être emporté dans ce tsunami, cette avalanche d'événements, de péripéties qui font passer un excellent moment. Je prends les livres comme ils sont placés devant moi, donc ça n'a rien à voir ensuite parce qu'on n'est plus du tout dans le young adulte, on est sur Au bout du rêve, donc de Farah Rochon, publié donc chez Hachette Heroes, et donc j'en parle tout le temps, mais c'est un Twisted Tale, donc une réécriture de contes, donc c'est une collection chez Hachette Roman, donc Hachette Heroes, qui reprend les Disney que l'on connaît très bien, hein, les Disney, et qui change l'histoire tout simplement. Donc là on est sur une réécriture de Tiana, enfin de La Princesse et la Grenouille, pardon, et ce roman a été un coup de cœur, comme beaucoup des Twisted Tales que j'ai déjà lu celui sur La Petite Sirène, celui sur Réponse et celui sur La Princesse et la Grenouille, tout simplement, mais j'ai encore dans ma pile à lire celui sur La Reine des Neiges et celui sur Peter Pan, et il y en a plein d'autres qui me tentent évidemment. Et donc c'était extrêmement original parce que on débute à la fin du dessin animé, mais pas totalement à la fin, puisqu'on est au moment où Tiana va casser le médaillon du docteur Facilier, donc le méchant de l'histoire, si vous ne vous souvenez pas trop, que vous ne connaissez pas trop La Princesse et la Grenouille. Et dans le dessin animé, elle le casse pour justement mettre fin au pouvoir maléfique du docteur Facilier. Mais dans le roman, le docteur Facilier lui propose un marché
Elle peut avoir, grâce à lui, tout ce qu'elle veut. Donc elle peut avoir son restaurant, comme elle le désire dans le dessin animé, mais elle peut aussi avoir son père vivant. Le seul problème, c'est que si elle accepte ça, si elle accepte ce marché, donc que tout aille bien dans sa vie, eh bien elle doit accepter de perdre l'amour de Naveen, ce qu'elle va faire parce qu'elle va accepter ce marché. C'est là que tout démarre dans ce roman. Et donc, au final, on peut dire que tout va bien parce qu'on arrive chez Tiana dans sa vie. Elle a son restaurant, elle a son père, tout semble bien aller, elle a toujours Charlotte, sa meilleure amie. Et voilà, et tout aurait pu continuer comme ça, sauf que on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des choses étranges qui commencent à se passer à la Nouvelle-Orléans. On sent un pouvoir maléfique qui s'insinue dans la ville. Et donc Tiana, un peu par un concours de circonstances, va devoir s'embarquer dans une aventure pour empêcher cette force maléfique de détruire la ville et surtout empêcher sa vie de basculer complètement, parce que c'est ça qui commence à se passer. Et cette aventure, bien évidemment, va changer sa vie et va peut-être remettre en question certains choix qu'elle a fait. Donc on a le bayou, on a l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, le jazz, la cuisine de Tiana, on a beaucoup d'événements, beaucoup de magie, de sorcellerie, on a le docteur Facilier fidèle à lui-même. Et pour tout ça, j'ai adoré ce roman parce qu'encore une fois, comme tous les Twisted Tales que j'ai lus, Tiana, on dirait que la personne qui a écrit ce roman, donc Farah Rochon, savait parfaitement qui était Tiana. Enfin, elle a réussi parfaitement à retranscrire la personnalité de Tiana dans ce roman parce qu'on a ses pensées, on a sa façon d'être, on a elle tout simplement. Et juste, j'avais l'impression de voir la Tiana du dessin animé. Même il y a des clins d'œil au dessin animé avec des vêtements, avec juste des petits détails. Mais quand on est une fan de Disney comme moi, on le remarque tout de suite et on se dit mais c'est du génie tout simplement. Alors lui, il était incroyable. Et puis tout est tellement bien construit. Je vous dis, c'est même addictif, même s'il est énorme, il est extrêmement addictif et les personnages sont fidèles à eux-mêmes. Et donc, pour tout vous dire, Naveen n'a pas disparu, il est toujours là, il est ami avec Charlotte, mais il n'y a rien entre lui et Tiana. Enfin, peut-être que ça peut changer, on ne sait pas. Et en même temps, on a Tiana qui vit quand même un peu avec cette culpabilité d'avoir fait un marché avec le docteur Facilier, surtout qu'il ne la laisse pas tranquille, on va dire. Donc on a plein de choses, c'est encore une fois un roman très riche, mais surtout magique, qui fait rêver et qui a cette saveur de Disney, vous savez, même s'il y a peut-être un côté plus sombre et plus complexe. Mais c'est ça que j'aime énormément, et comme j'aime énormément La Princesse et la Grenouille, tout était là. Donc franchement, vous pouvez commencer par celui-là si vous cherchez un Twisted Tale, parce qu'il m'a retourné tellement il était génial. Et on poursuit avec le fantastique, fantasy, vous voyez le genre, puisqu'on va parler de Vampiria America de Victor Dixon, le tome 1, donc le tombeau des immortels, publié chez la collection R. Et alors là, c'est Victor Dixon, cet auteur qui a écrit la saga Vampiria, une saga dans laquelle, tout simplement, le roi Louis XIV est devenu un vampire. Il n'est pas mort en 1715, mais il est devenu un vampire et il règne en despote sur le monde. Et on a une héroïne donc dans cette saga qui va catapulter à la cour du roi et par un concours de circonstances encore une fois, et qui va essayer tout simplement de tuer le roi, entre autres. Je passe vite fait sur les détails. Et donc c'est une trilogie qui suit les aventures de cette jeune fille, une saga qui se passe en France principalement. Et Victor Dixon a sorti donc cette année, enfin en 2023, ce nouveau tome qui est donc le début d'une nouvelle trilogie, une trilogie qui ne s'appelle pas Vampiria mais Vampiria America. Et donc ici ça se passe aux Amériques, alors que les Amériques n'ont pas obtenu l'indépendance. Et on a d'autres personnages, on a une autre histoire, mais on est toujours dans cet univers de vampires, donc ça peut se lire totalement sans avoir lu Vampiria. Mais je vous avoue que j'ai tellement aimé Vampiria que je ne vous recommande pas que celui-là, mais que je vous recommande Vampiria aussi. Et lui aussi, c'était une pépite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Amérique, donc chaque année, il y a 13 jeunes mortels, donc venus des 13 colonies d'Amérique, qui sont convoqués à New York et qui sont transmutés en vampires, donc transformés en vampires, en immortels. Donc l'entrée dans les vies éternelles de ces débutants, c'est comme ça qu'ils sont appelés, donne lieu à un bal prodigieux, une célébration de sang à la gloire des seigneurs de la nuit. Et donc ici, on a 6 héros, 6 desperados, c'est comme ça qu'ils se sont appelés, et qui ont décidé d'organiser une prise d'otage parce qu'ils veulent se venger des vampires qui leur ont tout arraché. Et donc pour se venger, ils vont s'introduire dans le bal et séquestrer les débutants pour faire payer le pouvoir vampirique. Et de cette mission suicide au cœur de l'enfer dépend non seulement leur sort à tous les 6, mais aussi celui des Amériques entières. Et là encore, c'est un chef-d'œuvre parce que déjà,
On a un univers incroyable qui est vraiment exploité encore plus dans celui-là, même s'il est déjà exploité dans Vampiria, mais plus on avance, plus on se rend compte que Victor Dixon va encore plus loin et qu'il nous décrit encore plus cet univers. On a toute une organisation, une construction, ça fait rêver dans le sens où ça nous emmène totalement autre part. Et puis, c'était addictif, c'était extrêmement bien construit. Les personnages, on a 6 points de vue du coup, ou 5, je sais plus exactement, parce que je sais pas si on a tous les points de vue, mais ça marche hyper bien. On veut toujours poursuivre la lecture parce qu'on est dans cette ambiance de prise d'otage, donc pas une ambiance hyper agréable dans le sens où on n'est pas au repos, hein, on a beaucoup de pression, beaucoup de suspense, mais il y a tellement d'événements qui se passent, il y a beaucoup de retournements de situation, il y a des moments, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de crier devant votre livre. Les personnages sont hyper intéressants, on découvre leur histoire à chacun et ils sont juste incroyables et ce que je vois surtout avec ce roman, c'est le talent de Victor Dixon pour créer des univers uniques, des personnages incroyables et pour monter là toute une histoire, tout un récit qui est juste extraordinaire. Je ne vais pas déblatérer plus que ça, je pourrais vous faire une vidéo sur Vampiria en général si vous voulez, mais c'était vraiment une très très bonne lecture. Dans cette histoire, on suit Prim et Johanna, deux amies d'enfance qui ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, une nation construite sur les ruines d'une Pologne ravagée, mais tout va basculer le jour où ils vont être envoyés dans la zone pour combattre la chose. La zone, c'est une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an, une ville qui a été ravagée par justement la chose qui se trouve à l'intérieur. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait là, mais le but donc de ces mobiliser chaque année, c'est d'aller la détruire, ou en tout cas essayer de la détruire, parce qu'il y a 19 générations qui ont franchi les portes de la zone, mais aucune n'en est jamais ressortie. Pour Prim et Johanna, c'est un honneur d'être mobilisés, mais ce n'est pas le sentiment que partage Edward, un autre personnage, qui lui est persuadé que ses talents de linguiste ne seront pas utiles derrière le mur. Ils vont arriver dans la zone et vont découvrir que la zone, ce n'est pas que la chose en fait, c'est aussi des guerres de territoire et des phénomènes de plus en plus étranges qui ont lieu, et donc il faut croire que à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est pas celui que l'on croit. Donc retour de la dystopie parce qu'on a cette ambiance à la Hunger Games, labyrinthe divergente. L'autrice dit qu'elle est plutôt inspirée de Hunger Games et après de certains mangas, mais on a voilà cette ambiance, donc ces héros qui se retrouvent dans cette zone et qui donc ont pour but de combattre cette chose, donc une créature que l'homme a créée, mais c'est parti en catastrophe et donc il faut laisser la chose là où elle est, hein, sinon elle détruit tout sur son passage. Et le problème c'est qu'ils ne savent pas comment, il y a 19 générations qui sont passées avant eux et bien elles n'ont pas réussi. Bref, on est dans cet univers là et donc déjà c'est hyper original je trouve et j'ai adoré cette originalité. Ensuite les personnages sont vraiment attachants et incroyables. On a beaucoup de points de vue, on n'a pas juste les points de vue de Edward, Johanna et Prim, on en a d'autres, mais c'est extrêmement intéressant parce que ce que nos héros vont découvrir, c'est que dans cette zone, en fait, il y a toujours les générations précédentes. Bon, pas toutes les générations, mais il y en a qui sont toujours là et qui sont juste là à attendre parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Et comme j'ai dit, au dos, c'est marqué que donc voilà, il y a ces guerres de territoire parce qu'il y a différents clans qui se sont formés. Et donc il y a toute une nouvelle dynamique finalement, une dynamique à laquelle on ne s'attend pas quand on pense à ces mobilisés qui vont débarquer dans la zone, et ça ajoute beaucoup de suspense et beaucoup d'événements, beaucoup de retournements de situation. Et ça c'était incroyable. Et puis il y a voilà cette intrigue qui suit comment battre la chose et comment ça va se passer. Et c'est tout ça en même temps en fait. C'est vraiment très riche encore une fois parce qu'on sent qu'on a cet univers de dystopie très aussi un peu futuriste qui est développé derrière en fond. Mais si je dis ça c'est parce qu'il y a un tome 2 qui est sorti et que j'ai lu aussi et qui fait aussi partie de mes meilleures lectures clairement, mais donc lui je le mets pas dans les 10, c'est un peu une mention spéciale on va dire. Et dans ce deuxième tome, j'en profite d'en parler ici, il y a cet univers qui est encore plus riche, en tout cas c'est la sensation qu'on a parce qu'on est plongé encore plus dedans et on a en même temps ces personnages qui évoluent et ça c'est génial, on voit l'évolution des personnages et ces personnages sont juste tous incroyables. La plume de l'autrice est juste magnifique, on est emporté par toutes les émotions parce que c'est une autrice française. Tout dans ce roman était juste parfait. Je vous invite à aller voir mon avis lecture, que j'en parle un peu plus longtemps, même si là je pense que j'ai déjà trop parlé, mais c'est parce que je ne sais pas comment vous convaincre de le lire. Bref, c'était juste génial, j'ai mis des post-it un peu partout et c'est extrêmement bien construit. Bref, une saga très prometteuse et une autrice très prometteuse. Et on oublie les dystopies, on oublie le fantastique parce qu'on part dans le thriller
Fisher avec Stalker de Sarah Epstein, donc publié chez Bayard, et donc avec la petite phrase pour donner envie: dans ce cauchemar, la seule chose réelle, c'est la peur. J'avais déjà lu Deepwater de la même autrice qui avait été aussi un coup de cœur, je crois qu'il fait partie de mes meilleures lectures de 2023, il me semble, de 2022 pardon, et donc bah là elle a sorti celui-là en 2023, écoutez, je ne pouvais que l'acheter et que le dévorer, et c'était waouh, incroyable. On a Tash, une adolescente qui aimerait beaucoup être normale, mais elle a été traumatisée par un cauchemar d'enfance, et depuis ce moment-là elle ne sait plus vraiment ce qui est réel, ce qui est inventé, et elle se demande tout le temps est-ce qu'elle a vraiment assisté à l'enlèvement de Mallory Fisher lorsqu'elle était âgée de 6 ans, ou est-ce que c'était le produit de son imagination. Et tout semble derrière elle quand même depuis le temps, jusqu'au jour où les Fisher se réinstallent en ville, et donc là elle n'a pas d'autre choix que de se confronter de nouveau à ce problème et de répondre à toutes ces questions et découvrir ce qui s'est passé 9 ans plus tôt. Là on est dans un véritable thriller psychologique, je vous le dis, c'est un livre qui retourne le cerveau. On reste dans un récit d'ado normal qui vit sa vie tout simplement et qui va retrouver son quotidien bouleversé par des événements comme donc l'arrivée des Fisher, donc cette famille qui est un peu lourde de sens pour notre héroïne, parce que oui, quand elle était petite, elle croit avoir vu Mallory se faire enlever, et Mallory a été enlevée. Ça, c'est sûr. Mais elle est réapparue quelques jours après, il me semble, et tout allait bien, on ne sait pas ce qui s'est passé, et juste après, les Fisher ont déménagé. Donc, ok. Le problème, c'est que Tash, je crois, n'a dit à personne qu'elle avait vu quelqu'un l'enlever. En fait, elle ne sait pas si elle a vu quelqu'un l'enlever, tout simplement. Et depuis ce moment-là, c'est un peu flou dans sa tête, elle est vraiment traumatisée par ce qui s'est passé, mais tout semble bien aller quand même, jusqu'au jour où voilà, les Fisher débarquent et elle commence à être hantée de nouveau par ces espèces de cauchemars. En fait, elle ne sait pas ce qui se passe, elle voit un homme, une silhouette, elle la voit partout. Et elle ne sait pas ce que c'est, si c'est son inconscient, si c'est un vrai homme. C'est assez spécial à raconter comme ça, parce que ce livre est assez spécial, mais en fait, tout prend sens vraiment quand on lit le livre et on comprend tout à fait ce qui se passe. C'est moi qui s'est très mal expliqué. Mais donc, tout simplement, Tash va chercher à répondre à ces questions, elle va chercher à comprendre ce qu'il s'est passé, et quand je vous dis que c'est un thriller psychologique, c'est parce que à un moment donné, elle ne sait vraiment plus ce qui est réel, ce qui est dans son imagination. Nous aussi, on ne sait plus, parce qu'il se passe des choses de plus en plus étranges dans la vie de Tash, et non, ce n'est pas une histoire de paranormal, même si ça aurait pu, c'est la réalité finalement, et ça retourne le cerveau. On a des réponses à la fin, ne vous inquiétez pas, et je sais pas comment parler de ce livre autrement que ça, mais c'est un thriller très addictif, parce qu'on veut des réponses, on veut savoir ce qui s'est passé, et en même temps, on est tellement mal pour Tash qui vit des choses pas très sympathiques. On a cette recherche de la vérité, on a en même temps une enquête sur ce qui s'est passé. C'est vraiment très addictif et juste captivant, mais en même temps un peu effrayant. Tout un condensé de choses qui font que, waouh, ce livre a été une très très bonne lecture. Bon, je vois encore que le livre d'après n'a rien à voir avec les autres genres. En fait, aucun des livres n'est dans un bon ordre, dans le sens où eh bien ils n'ont pas de lien entre eux, parce que là je vais vous parler de Tant que fleuriront les citronniers, donc de Zulfa Katou, publié chez Nathan, et ce roman n'a rien à voir avec le thriller psychologique dont je vous ai parlé, même si c'est un livre qui peut être très dur à lire. La thématique ici est extrêmement différente parce qu'on part en Syrie pour suivre Salama, qui était étudiante en pharmacie à Homs lorsque la révolution en Syrie a commencé. À ce moment-là, elle avait une famille, un avenir, un foyer. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, mais il y a eu la révolution et en quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et en même temps Layla, sa belle-sœur qui est enceinte et qu'elle doit protéger, qu'elle doit aider, et c'est la seule famille qui lui reste. Et donc Salama est partagée entre deux sentiments et elle se demande comment aider son pays en quête de liberté et en même temps mettre Layla, donc sa belle-sœur, à l'abri de la violence de la guerre. Mais tout va changer lorsqu'elle va rencontrer Kenan, qui lui se bat avec les images, téléphone au poing, qui veut montrer la réalité de ce qui se passe en Syrie, qui veut faire éclater la vérité. Ces deux-là vont alors se rencontrer, vont alors s'aimer et se battre ensemble pour affronter ces épreuves et en même temps affronter leurs propres démons. Alors on peut dire que ce livre a fait le tour des réseaux sociaux quand il est sorti, et même encore aujourd'hui il fait le tour des réseaux sociaux, mais je vous assure que c'est pour une bonne raison, parce que waouh, quelle claque. Ce roman, ce n'est pas un roman, c'est un cri, c'est un coup de poing, c'est un tsunami d'émotions, et surtout c'est une mise en lumière de beaucoup de choses, dont la révolution en Syrie, la violence, les morts, la guerre, et c'est peut être extrêmement dur à lire. Évidemment, Salama, elle l'aide à l'hôpital, donc elle doit aider des personnes qui sont blessées, et l'autrice ne lésine pas sur les détails, elle l'explique, mais c'est nécessaire, en fait c'est une douleur nécessaire. Mais ce n'est pas que
les atrocités de la guerre. C'est aussi Salama qui va essayer de se battre, qui va chercher des solutions et qui va rencontrer Kenan. Et c'est Salama qui va tomber amoureuse de Kenan. C'est ces deux personnages qui vont s'aimer et qui vont retrouver mutuellement l'espoir de vivre, l'espoir d'être quand même heureux dans ce genre de situation et surtout l'espoir d'une solution, d'une sortie possible de cet enfer. Et ça c'était magnifique. L'autrice manie à la perfection les mots. On a encore une fois des phrases, des passages magnifiques. J'ai mis des post-it parce qu'on a des très très belles phrases, des phrases qui résonnent longtemps. On a cette magnifique histoire d'amour, ces deux personnages si humains en fait, humains et réalistes parce qu'ils ne font pas tous des choses dont ils sont fiers, mais ils essayent juste de survivre et c'est cette réalité qui était juste incroyable. Et leur histoire d'amour est juste très belle. On vit avec eux tout ce qu'ils vivent et on veut qu'ils survivent, on veut que tout se passe bien, mais en même temps voilà, il y a la guerre, il y a la violence, il y a toutes les questions, comment s'en sortir, et il y a Salama qui elle de son côté essaye de combattre ses propres démons, qui doit survivre à la mort de ses proches, au fait de finalement être quand même seule, même si Layla est toujours là, sa belle-sœur, et c'est juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce livre qui est juste un chef-d'œuvre dans tout. L'histoire, les personnages, l'intrigue, la plume, c'est un livre qui marque, mais qui marque pour une bonne raison et qui met en lumière beaucoup de choses, qui ouvre les yeux. C'est un livre qu'il faut aussi mettre entre toutes les mains, même s'il peut être très très dur à lire, mais en fait c'est la réalité et juste pour ça c'est un livre qu'il faut lire. Bref, c'était magnifique. Bon, après cette parenthèse assez violente, vous reprendrez bien un peu de Young Adult Feel Good parce que moi c'est ça que je vais vous présenter puisque là on part sur Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet publié chez Nathan. J'ai aussi fait une vidéo avis lecture donc vous pouvez foncer la voir. Alors lui vous pouvez vous le réserver pour cet été parce que c'est la meilleure période pour le lire. Tout simplement c'est une histoire qui se passe en été, vous l'imaginez. On a ce groupe d'amis, donc Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel qui ont prévu de partir en voyage, de faire un road trip pour un peu se récompenser d'avoir passé 2 années en prépa. Et étant en prépa, je sais que c'est dur la prépa. Et donc ils ont prévu voilà, de faire ce road trip, mais leur véhicule tombe en panne, leur projet tombe à l'eau. Mais l'oncle de Luc, Fred, a décidé de leur prêter sa voiture, mais à une condition, ils doivent passer les vacances en Bretagne, il me semble que c'est en Bretagne, dans la maison des parents de Fred, donc la maison des grands-parents de Luc. Vous me suivez? Bref, donc leur projet initial n'existe plus, mais ils peuvent quand même passer des vacances sympathiques. Comme c'est marqué au programme pique-nique à la plage, fête de village et sortie en bateau, le rêve, c'est ce que tout le monde attend. Mais des nuages vont venir obscurcir ces belles vacances, puisqu'il va y avoir beaucoup de tensions et en même temps Luc va partager le quotidien de ses amis et son quotidien dans un blog au succès grandissant, mais il ne va pas hésiter à tourner en ridicule ses amis sur ce blog. Bon, ses amis ne sont pas au courant pour le blog, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Et donc ça se termine tout simplement sur cette phrase, le résumé: comment leur amitié survivra-t-elle à cet été? Et c'est exactement ce que je me demandais en lisant ce roman. Et comment vous dire que ça a été un vrai coup de cœur. Évidemment si je vous présente le roman ici, c'est que ça a été un coup de cœur, je le précise alors que vous le savez bien, mais il est nécessaire de le dire encore et encore, parce qu'en plus l'autrice je la connais depuis longtemps, on se connaît de l'application Wattpad et donc quand elle a sorti ce livre c'était un peu un rêve qui devenait réalité aussi pour moi. Je me souvenais plus exactement de ce livre que j'avais lu sur Wattpad, mais je me souvenais pas de tout, elle a dû changer aussi beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que je l'ai lu en une journée, clairement, une après-midi même, parce que c'est un livre qui se lit d'un coup, qui se lit d'un coup pas forcément, mais on est emporté dans cette aventure, dans ces vacances. Il y a un ton léger, il y a beaucoup d'humour et ça j'apprécie énormément. On a une belle bande de bras cassés, c'est une amitié qui est juste magnifique à lire et juste parfaite, enfin au premier abord. On les voit tous s'entraider et juste vivre ces vacances de la meilleure manière qu'il est possible de les vivre, en tout cas au début, parce que comme le dit le résumé, il va y avoir des problèmes. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on a ce côté léger, ce côté drôle, ce côté humour qui est juste parfait pour l'été. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un roman qui aborde certains thèmes, notamment la santé mentale par rapport à la prépa, parce que ça a laissé des traces chez certains de nos personnages, mais aussi l'amour, il y a des histoires d'amour, il y a plein de choses, il y a l'amitié en général. C'est un peu un roman finalement sur la vie, sur beaucoup de choses en même temps, sur le fait d'être ado, d'être jeune et de vivre des vacances comme ça, tout simplement. Donc c'est un roman qui peut parler à beaucoup, et puis en même temps c'est une belle histoire qui allie beaucoup de choses différentes. Tout est vraiment très très bien construit
et on ne peut que s'attacher à nos personnages qui nous font rire, qui nous font pleurer, qui nous font vibrer tout simplement. C'était une très très belle histoire que j'attendais avec beaucoup d'impatience et qui ne m'a pas déçue. Donc cet été, vous le lisez sur la plage, ça sera parfait. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas, il reste 3 livres, mais évidemment ce ne sont pas les pires lectures, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas de classement. Ces romans sont tout aussi bien et on commence cette dernière partie de la vidéo, j'ai envie de dire, par I Was Born for This de Alice Oseman, publié donc chez Hachette Roman. Alice Oseman, grande histoire aussi puisque j'ai adoré Heartstopper, j'ai pas lu le dernier tome qui est sorti mais il faut que je lise et il fallait que je découvre un de ses romans parce que Heartstopper est un roman graphique et donc je ne savais pas ce que Alice Oseman valait en tant qu'autrice de romans et comment vous dire que si ce roman est là c'est qu'il faut le lire tout simplement. J'ai adoré ce roman Young Adult encore une fois mais avec des thématiques aussi très intéressantes que j'ai beaucoup appréciées. On a 2 personnages dans cette histoire, Angel qui a une vie qui tourne exclusivement autour d'un boys band qui s'appelle The Ark, un boys band connu du monde entier que tout le monde apprécie, bref elle est fan, tout simplement fan. Et on a un autre personnage, c'est Jimmy qui est justement le leader de ce groupe, le leader de The Ark. Et pour lui, tout semble bien aller puisque c'est une star évidemment, mais il se peut qu'il remette en question ses choix de vie, notamment à cause de son anxiété sociale, ce qui l'empêche finalement de profiter à fond de sa célébrité. Et la vie d'Angel et la vie de Jimmy, qui sont radicalement différentes, vont finalement se croiser. Ces 2 personnages vont finir par se rencontrer. Tous 2 vont être confrontés à la réalité de l'autre et si la vie rêvée de star n'était qu'une illusion et si la vie sans projecteur n'était pas si fade, là est toute la question de I Was Born for This. Comme je vous le disais, des thèmes originaux et importants parce qu'on parle de la célébrité, on parle de la musique en général, on parle du fait d'appartenir à un fandom, à un groupe de fans. Et j'avais jamais vu ça avant et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est clairement ce qu'on peut vivre nous dans notre société maintenant. Enfin, c'est juste des détails mais regarder des posts, des publications des musiciens poursuivre leur tournée, vouloir aller à leur concert, écouter leur musique, c'est tout, et discuter avec des personnes qui sont passionnées comme nous. Moi je pense là surtout à l'histoire du livre parce qu'on est ici dans la sphère littéraire, mais ça peut toucher aussi parce que c'est vraiment un livre qui parle finalement de toutes ses passions parce que ça les aborde tout en même temps même si on est concentré sur la musique. Et Angel est un personnage extrêmement attachant parce que on s'identifie à elle même si on n'est pas forcément fier de tout ce qu'elle fait, on n'approuve pas forcément tout ce qu'elle fait, mais finalement on la comprend et Jimmy de son côté est un personnage extrêmement touchant et réaliste et lui aussi c'était juste génial de le suivre. Et ce roman, c'est beaucoup d'émotions, je répète ça à chaque fois, mais vous me comprenez. Et c'est surtout une intrigue totalement inattendue, la façon dont ils se rencontrent, la façon dont tout ça se passe, c'était juste extrêmement bien construit et bien fait. Et leurs vies vont radicalement changer avec ça, avec cette rencontre. Chacun va aider l'autre finalement et en même temps se rendre compte. Donc oui, peut-être qu'il faut changer sa vie, qu'ils doivent changer leur vie, qui ne leur correspond peut-être pas, ils vont apprendre de leurs erreurs, ils vont avancer chacun de leur côté grâce à l'autre. Et c'était une très belle histoire qui est assez compliquée à résumer parce que j'ai envie de vous dire, c'est juste la vie de ces 2 personnages. Mais pas vraiment, parce qu'il y a des événements, mais je ne peux pas spoiler évidemment. Et voilà, c'est juste comme une histoire dans le sens où on a l'impression de vivre toute une vie, toute une existence avec ces 2 personnages. On arrive à la fin, ça fait juste du bien, il y a aussi des belles phrases pleines de sens. C'est un roman qui résonne beaucoup et qui a vraiment été une très très bonne lecture. Le retour de la fantaisie, c'est avec L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Alors je dis retour de la fantaisie, pas parce qu'il y avait plus de fantaisie, ça fait longtemps qu'il est sorti celui-là, mais je voulais dire retour de la fantaisie dans ce top lecture, parce que je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup alors que je suis censée adorer la fantaisie, et j'adore la fantaisie. C'est pourquoi j'ai adoré ce roman. En plus Cassandre Lambert, je l'avais pu la rencontrer, c'est une autrice française. Elle est incroyable, tout simplement. Elle a sorti plein de livres depuis, donc je suis très en retard dans ses publications. Mais pour ce qui est de L'Antidote mortel, il y a 2 tomes, c'est une duologie. J'ai pas encore lu le 2e tome, mais celui-là a été vraiment un coup de cœur. On a Whisper, là, une princesse prisonnière dans son palais qui subit la tyrannie de son père et qui refuse l'avenir qu'on lui impose.
On a Eden, orpheline qui ne vit que pour accomplir une sombre vengeance et qui nécessite ruse et sacrifice. Et on a Jadis, un jeune et modeste paysan qui doit porter à la reine une mystérieuse fiole sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. Et donc on a 3 personnages qui n'étaient jamais destinés à se croiser finalement, et avec des destins aussi liés qu'opposés, qui vont embarquer ensemble dans une grande aventure qui va mener à ce roman tout simplement. De la fantasy de haute voltige, je vous le dis tout de suite, on a un univers encore une fois incroyable, vraiment fascinant. C'est déjà ça que j'ai adoré, c'est cet univers, et juste pour ça j'ai envie de lire le tome 2 pour évoluer encore plus dans cet univers. On a des personnages, nos 3 héros sont géniaux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je les ai adorés, tous différents mais en même temps si semblables, ils s'allient parfaitement. Et ce roman qui est gros nous emmène vraiment dans une aventure. On a vraiment l'impression de plonger dans la vie de ces personnages, de plonger dans une grande aventure qui fait que quand on termine ce livre, on a l'impression d'avoir vécu 1000 vies à la fois. Et c'est ce sentiment-là qui est vraiment le sentiment que je préfère parce que c'est, vous savez, le sentiment qu'on ressent quand on lit les livres en général. Et avec ce livre, je l'ai ressenti mais puissance 1000 en fait. Je ne sais pas pourquoi ce roman m'a fait ça, mais c'est peut-être les 3 points de vue. Mais il y a vraiment une richesse, et puis la beauté de la plume de Cassandre Lambert, c'est fluide, c'est magnifique, c'est magique. Finalement, ce roman est magique, je l'ai adoré pour absolument tout. On a des péripéties, on a tout ce qu'il faut dans un roman de fantasy, dans un roman, et on a du suspense, on a des retournements de situation. Je revois, là je vous parle, je revois les scènes dans ma tête, les scènes que j'ai imaginées en lisant ce livre. Et oui, c'est ça que je vous dis, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir plongé dans ce livre complètement au point d'en ressortir pas changé ou grandi, mais vous savez, avec un univers plein la tête, avec des étoiles plein les yeux, parce que c'était une aventure mais avec un grand A si je peux dire. On a des péripéties, on a des personnages géniaux, et ça se lit tout seul, c'est vraiment fascinant. On voit le talent de l'autrice grâce à ce roman, on voit qu'elle maîtrise la construction de son roman, comment doser l'intrigue, le dynamisme. Donc lui, vraiment, il faut aussi partie de mes romans préférés de cette sélection. Et je vais lire le tome 2, il faut que je l'achète, vraiment. En tout cas, j'ai déjà hâte de découvrir les autres romans de Cassandre Lambert parce que j'ai celle que je cherchais, un roman young adulte qui n'a rien à voir, donc dans ma pile à lire, mais aussi le premier tome de L'Empire des femmes, une autre duologie, aussi un peu fantastique. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Et on arrive au dernier roman. Alors voilà, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais je crois qu'elle est extrêmement longue et j'en suis désolée. J'essaye de pas trop parler, mais je veux vraiment que vous compreniez à quel point j'ai aimé ces livres, donc je parle beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous êtes installé confortablement avec un bon plaid, un petit chocolat, tout ce que vous voulez, parce que oui, j'imagine que ça doit être long, ou si vous faites un truc en même temps, c'est bien. Bref, cette petite parenthèse, juste pour introduire la dernière pépite, qui est Et ils meurent tous les deux à la fin, de Adam Silvera, publié donc dans la collection R, qui est là un roman young adulte, mais assez original, parce que, comme le dit la petite phrase juste en haut, que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un jour à vivre? Mathéo et Rufus sont 2 adolescents qui reçoivent un jour un message qui dit « Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans les prochaines 24 heures. Toute l'équipe de Deathcast est sincèrement désolée de vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ?» Ils apprennent par l'entreprise Deathcast, qui est donc une entreprise qui annonce aux gens qu'ils vont mourir, et bien ils apprennent qu'ils vont mourir. Ils ne se connaissent pas tous les deux, mais chacun cherche à ne pas être seul durant leur dernière journée. Ils ont utilisé l'application Le Dernier Ami et grâce à elle, ils vont se rencontrer pour vivre une ultime grande aventure, vivre toute une vie en une seule journée. Il y a un côté assez fantastique puisque voilà, il y a cette entreprise qui sait comment les gens vont mourir et à quel moment, donc ils peuvent les prévenir, qui est assez original et donc qui débouche sur cette histoire qui est une ode à la vie et une histoire qui met en lumière, qui met en avant la vie, le pouvoir de celle-ci, juste la vie avec un grand V. Et c'est pour ça que c'est une histoire incroyable parce qu'on a ces thématiques et on a Mathéo et Rufus, des personnages qui pourraient être très bien moi, vous, toi, elle, lui, bref, c'est des personnages auxquels on peut s'identifier facilement, très différents mais en même temps si semblables, qui vont très bien se correspondre, qui vont devenir amis, qui vont vivre beaucoup de choses, qui vont s'aimer aussi, pour ne pas en dire plus, et qui vont voilà, vivre une vie en une journée et chercher à réaliser leurs rêves et en même temps discuter sur tout ça. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour cet aspect un peu philosophique finalement, parce qu'on a des passages qui font réfléchir, qui marquent. Encore une fois, j'ai mis des post-it.
Donc vous voyez, ce n'est pas qu'un livre, c'est quelque chose de plus grand, ça nous surpasse, c'est toutes ces thématiques. Et waouh, on ressort de ce livre un peu chamboulé et en même temps heureux de vivre. On ressort de ce livre en ayant envie d'aller croquer la vie à pleines dents, on a envie d'aller réaliser nos projets, on a envie de tout faire en fait et de ne pas laisser la vie filer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé toutes les sensations que provoquait ce livre et en même temps l'histoire qu'on a qui est pas vraiment facile à décrire et à résumer puisque c'est juste voilà ces deux personnages qui vont un peu guérir de leurs blessures en se rencontrant, en se parlant et qui vont évoluer dans la ville pendant une journée pour vivre tout simplement. C'était exceptionnel et je n'ai pas les mots en fait, encore une fois, pour décrire ce roman, pour décrire le talent de l'auteur et du coup même du traducteur, hein, on peut le dire. C'est un livre que je n'oublierai jamais et je sais qu'il y a un espèce de tome 2, mais je crois que c'est un préquel qui s'appelle Le premier qui meurt à la fin, donc il me le faut tout simplement. Donc ce roman chef-d'œuvre, tout simplement. Eh bien, on est arrivé à la fin de ce top 10, mais comme je vous l'ai dit au début, je voulais faire juste un peu des mentions spéciales juste pour les suites de saga, vous allez comprendre. C'est des livres que j'aurais pu très bien mettre dans le top, mais c'était un top 10, pas un tome 70, hein. Donc je me suis dit, les suites de saga, on n'est pas obligé de les mettre là-dedans, et j'en ai lu pas mal finalement. Pour vous en parler vite fait, j'ai lu Le Rivage des Survivants, donc le tome 1, donc le labyrinthe de chez Pocket Jeunesse de James Dashner, qui est en fait la suite du labyrinthe. Mais ça se passe plusieurs années après. Je ne vais pas spoiler le labyrinthe, mais par rapport aux, vous savez, nos héros, donc à la fin du labyrinthe, il se passe quelque chose, le roman se termine, hein, voilà, et ce roman, celui-ci, se passe 73 ans plus tard. Donc qui dit 73 ans plus tard, dit nouveau personnage, et nouveau problème qui va les amener à revenir là où tout a commencé finalement et chercher à résoudre le nouveau problème. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas spoiler, mais c'est juste ça. Et c'était trop bien parce que j'ai redécouvert l'univers de James Dashner, sa plume, et l'histoire est vraiment prometteuse. On a une ambiance assez spéciale, et en plus le tome 2 est sorti, donc il faut que je l'achète pour que je lise la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très bonne suite qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui est sympa à lire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, ça c'est un peu la saga qui a rythmé mon année aussi, c'est Inheritance Games. Encore une fois, j'ai fait un avis lecture. S'il y a de la place encore, je pourrais vous mettre dans le petit i qui est je ne sais pas où. Mais cette année, j'ai beaucoup avancé dans cette saga puisque j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Les deux étaient incroyables. Alors, le tome 3 est vraiment inscrit dans la trilogie parce que c'est vraiment une trilogie. Le tome 4, c'est un peu un tome en plus, j'ai envie de dire, qui est basé sur pas le personnage qu'on a en avant dans les 3 tomes. Et dans cette histoire, pour aller très vite, on a Avery qui apprend qu'un milliardaire veut lui léguer sa fortune. Et donc c'est assez bizarre parce qu'elle ne connaît pas ce milliardaire. Sauf que pour avoir cet argent, elle doit vivre pendant 1 an dans la maison des Hawthorne, donc de la famille Hawthorne, donc du milliardaire Tobias Hawthorne qui lui a légué sa fortune. Donc elle doit vivre dans cette maison, mais elle n'est pas toute seule. Il y a les frères Hawthorne qui sont les petits-fils du milliardaire. Il y a leur mère, il y a toute la famille. Et qui va vouloir évidemment chercher à subtiliser leur dû, puisque cet argent était censé leur revenir, en tout cas c'est ce qu'ils pensaient. Et Avery va être embarqué dans un tourbillon d'énigmes et de péripéties qui va l'amener à découvrir que s'est-il passé, pourquoi ce milliardaire a voulu lui donner cet argent. Et donc ça se passe voilà, en 3 tomes, trilogie avec beaucoup de rebondissements, des énigmes, tout était incroyable. On a une petite romance qui est sympathique aussi. J'ai adoré, et ce tome 4 est basé sur 2 des frères Hawthorne qui doivent embarquer dans une nouvelle aventure, mais c'est quand même lié finalement aux autres tomes et à celui d'avant. Lui il est incroyable, lui j'ai vraiment passé ma meilleure vie en le lisant. On a vraiment une ambiance spéciale dans Inheritance Games. Et j'ai adoré. Et puis les personnages sont juste incroyables aussi. Donc vraiment cette saga, je ne vis que pour elle maintenant. Enfin, elle fait vraiment partie des sagas qu'il faut lire, en tout cas de mon point de vue. Et ici on est tenté par l'histoire. Donc foncez. Et on termine, ne vous inquiétez pas. Là je passe en coup de vent parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, juste pour vous montrer le tome 2 d'Absolu. Une suite excellente à une saga extraordinaire. Donc avec un univers qui s'enrichit. Et des personnages qui évoluent, qui se développent, beaucoup de choses très sympas dans ce tome 2. Je ne sais pas si je le préfère au 1, j'avoue que j'ai du mal à choisir, mais lui il a été très fort.
il a vraiment marqué mon année. Et cette dernière mention spéciale, il me semble que c'est finalement le premier livre que j'ai lu en fait en 2023, ce qui est assez comique, et c'est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires chez Rajo de Holly Black. Un livre bonus en quelque sorte pour la saga Le Prince Cruel, une saga de fantasy. Pour vous résumer vite fait, on a Jude, une mortelle, qui va débarquer sur Terra Fae, un monde magique avec des fae, donc des créatures cruelle, maléfique, mais qui déteste les humains, donc elle va un peu être persécutée pendant toute son enfance et encore une fois toute son adolescence, et on suit en quelque sorte sa vie par rapport à tout ça, et notamment son combat contre le prince Cardan, qui a décidé de la détester tout simplement. Et il n'y a pas que ça, il y a des intrigues politiques, il y a tout cet univers fantastique de fantasy qui a vraiment une place importante et qui crée une trilogie exceptionnelle. Mais du coup est sorti ce livre qui est en fait des passages de la trilogie, mais du point de vue de Cardan, du prince, avec des magnifiques illustrations, une magnifique mise en page. C'est un livre très sympa pour les fans de la saga. Ça ajoute rien de spécial, mais ça ajoute si le point de vue de Cardan, et c'est très sympa à lire. Donc lui il fait... comme cette saga je l'adore, il fallait que je cite au moins un livre de cette saga. Donc le voilà, et donc vous pouvez toujours aller découvrir Le Prince Cruel. J'ai encore fait une vidéo avis lecture pour en parler beaucoup plus longtemps. Donc voilà, c'était vraiment bien. Alors je crois qu'on a fini. Je vous avoue, j'ai très peur du montage, ça va être très très long. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, que vous allez regarder la vidéo jusque là quand même. Je fais cette vidéo pour vous recommander des livres en fait, donc il faut la regarder. Tout simplement, dites-moi quelles ont été vos meilleures lectures de 2023, j'ai très envie de savoir. Bon, il y a plein de choses qui m'attendent là en 2024, beaucoup de livres qui me tentent énormément, mais je ne passe jamais à côté de recommandations. Si vous avez lu un de ces livres, dites-le moi, bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse année 2024, même si elle est déjà entamée. J'espère que vous allez faire de bonnes lectures, que tout va bien se passer de votre côté. Moi, je vais continuer à vous faire des vidéos ici, évidemment. Peut-être essayer d'en faire plus, on verra, ça va juste dépendre des cours et de mon temps. Dans tous les cas, sachez que j'ai plein de choses de prévues, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler, on va voir tout ça. Et donc, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!